Morax. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comor, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir l'ex-monsieur Cinéma Suisse, le directeur de Présence Suisse, le chef de la communication du département fédéral des affaires étrangères, le DFAE, et le porte-parole d'Ignacio Cassis. Malgré son agenda de ministre, c'est le cas de le dire, il a trouvé un petit créneau pour nous ce matin et je suis ravi d'accueillir Nicolas Bidot. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Mais bonjour, monsieur Morax. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. On est le 31, j'ai encore juste le temps de vous souhaiter une bonne année 2024. Sympa, bonne année à vous aussi. Merci, ça a bien commencé ? Très bien, un peu sur les chapeaux de roue, on est là. Voilà, sur les chapeaux de roue, puisque on vous a vu, on n'a pas pu vous accueillir avant, vous revenez de Davos, vous êtes reparti à New York entre deux, enfin vous n'arrêtez pas, c'est un peu la course. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur cette édition de Davos 2024. Vous me disiez hors antenne que c'était un bon cru, cette édition 2024. C'est un bon cru. Davos marche quand l'économie rencontre la politique. Donc il faut des têtes, il faut des compagnies, il faut un peu de buzz. On a eu ça, on a ouvert fort avec Zelensky, on est venu parler de paix, on a demandé à la Suisse aussi de réfléchir à la paix. Et puis je crois que le gratin de l'intelligence artificielle était là, du côté asiatique comme du côté américain. Donc c'est un bon cru, effectivement, cette 54e édition. Les moments forts pour vous de cette édition, qu'est-ce qui est ressorti ? Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme ça, à quelques jours maintenant ? Comme on a accueilli le président Zelensky tout d'abord avec Ignacio Cassis. Moi, c'était impressionnant pour moi. Il est descendu de l'avion, il est arrivé là à Zurich, je lui ai serré la main. On a pu discuter dans le train, notamment de la communication, parce que c'est quand même un as de la communication. Enfin, toute guerre, évidemment, révèle des as de la communication. Donc, l'ouverture, pour moi, de Zelensky là, parler de la paix, pas en visioconférence. Il y avait beaucoup d'émotions dans la salle. Ça, c'est ce que je retiens. Je retiens aussi toutes les réflexions autour de l'intelligence artificielle, ses possibilités, ses limites, comment réguler. Donc, on n'est plus dans l'extase par rapport à l'intelligence artificielle. On est dans la gestion parce qu'on sent qu'elle est autour de nous aujourd'hui. N'empêche qu'il y a une année, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Ça allait très très vite. Par rapport à cette intelligence artificielle aujourd'hui, justement, on a pris le taureau par les cornes, on a décidé de la gérer, de l'utiliser comme un outil, parce que ça doit rester un outil, mais face à tout ça, justement, pas tout le monde a le même regard sur cet engin, sur cet outil, justement. Non, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tout ce que c'est. Vous présentez la météo en AI, donc vous savez ce que c'est sur la chaîne. Moi, ce que je retiens, c'est peut-être le discours du président Macron. Macron a insisté tout d'abord sur la capacité française, bien sûr, parce qu'il était là pour vendre la France, mais aussi sur l'Europe, d'avoir les talents, de développer ça. Donc ça m'a frappé. Je pense qu'il faut qu'on arrive à garder un contrôle, parce que si l'Europe développe un savoir-faire, et ce qu'il fait déjà, je pense que l'Europe a aussi une réflexion différente en termes éthiques. Je pense que les possibilités et l'éthique, je pense qu'en Europe, on sent bien ça. On n'est pas toujours rassuré par rapport à ce qu'il développe ailleurs. Monsieur Macron disait aussi une chose très intéressante. Il disait qu'au fond, on n'a pas assez d'énergie aujourd'hui. Il va falloir se poser des questions. Comment fournir l'électricité pour que ça fonctionne. Ça m'a frappé. Mais voilà, on est face à un défi global. Après, tout le monde utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Moi, je prépare mes discours pour mon patron avec ChatGPT. Et quand je me dis, voilà, ça c'est ce qu'il aurait dit en temps normal. Comment est-ce que je peux être différent ? Donc vous y êtes mis aussi. Oui, voilà, c'est sûr. Donc c'est un outil quand même plutôt utile. Le code, c'est utilisé à bon escient. C'est ça le principe. C'est ça. Et la Suisse dans tout ça, avec son EPFL, son EPFZ, ses écoles, etc., justement par rapport à toutes ces technologies aujourd'hui, la Suisse, est-ce que ça ressort dans ce genre de discussion ? Est-ce qu'elle a toujours son rôle d'être à la pointe de la technologie ? Je pense que la Suisse a toujours un rôle à jouer. La Suisse est toujours limitée par une chose, son marché. C'est-à-dire que le PFL et le PFZ sont condamnés finalement, lorsqu'ils innovent, à trouver des marchés pour leur innovation. Donc il faut rester au top dans la recherche pure, ce qu'on fait, mais il faut savoir aussi collaborer avec des industries qui ne sont pas forcément les nôtres. Et la plupart du temps, la spécificité suisse va se retrouver dans un iPhone ou un ordinateur ou un avion, mais on reste pas mal. Il faut être conscient aussi de nos limites, et je crois que ça l'est.
Ce que je retiens aussi pour le WEF, c'est que des institutions comme le WEF elle-même, restaurer la confiance, c'était l'édition du WEF, eh bien ça se passe en Suisse et tout le monde est là. Donc cette capacité de générer des débats sur les grands enjeux d'innovation et les grands enjeux politiques, ça on sait le faire encore. Est-ce que tout ça, c'est en Suisse que ça doit se passer, M. Bidault ? Oui, je pense que c'est en Suisse. Certaines personnes, notamment dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, remettent en question notre neutralité parce qu'on a pris les sanctions de l'Union européenne. Donc on se dit, est-ce que la Suisse est encore neutre ? Elle a pris position, bien sûr qu'on est neutre. On n'a pas participé à cette guerre et on le fait. Après, une violation du droit international nous amène à prendre des sanctions. Mais il n'empêche que se réunir en Suisse pour discuter des grands enjeux, notamment à Genève, ça, c'est une réalité. Je l'ai beaucoup senti. On a organisé une conférence sur la paix, donc avec 83 États qui sont venus là. Beaucoup ont dit, hors antenne évidemment, si on est là, c'est parce que la Suisse nous a invités. On a des doutes sur la dynamique poussée par l'Ukraine par rapport à la Russie, mais la Suisse, on l'écoute. Et donc on a encore une chose à dire sur le plan politique et sur le plan de l'innovation aussi. Est-ce que c'est pas risqué finalement d'organiser un événement comme ceci dans un pays où on doit rester neutre, où tout est tranquille finalement ? Il n'y a pas un risque là autour de ça ? Bien sûr qu'il y a toujours un risque, mais au fond, le risque, on a décidé de le prendre il y a 175 ans lorsqu'on a créé ce pays, où on restait dans nos montagnes tranquillou et puis on gérait nos fromages et notre chocolat, où on décidait de s'ouvrir le monde et donc de participer à la marche économique et politique du monde. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc du moment où on dépend de l'étranger, on dépend des marchés extérieurs, bien sûr qu'il y a un risque. Mais on est aussi là, je pense, pour réfléchir à la réduction du risque. Par exemple, le fait qu'on pousse pour le droit international, que les règles soient valables pour tout le monde, pour les grands, pour les petits, etc., c'est une réduction du risque. Mais oui, la gestion du risque, ça fait partie de notre façon de regarder le monde, et si le monde va mal, nous aussi on va mal. Donc la Suisse, c'est plus le chocolat, les montres et le fromage ? Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Faut pas oublier ça, c'est essentiel. Mais après, c'est aussi évidemment une participation, je dirais, au développement technologique et politique du monde. Et ça, c'est ce qu'on a décidé d'être. Et on est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. C'est ça qui est assez impressionnant. On a reçu à cette même place, il y a quelques jours, Samuel Bendahan. On avait justement parlé un petit peu de Davos. Il avait une question à vous poser. Je vous propose d'écouter sa question. Moi, j'aimerais bien lui poser comme question, c'est que je comprends bien que quelqu'un comme lui dise c'est bien le forum Davos, ça fait parler de la Suisse, donc c'est super. Ça, j'imagine qu'il va vous le dire, et puis il n'a pas complètement tort. Mais moi, j'aimerais lui poser la question. Dans le monde dans lequel on est maintenant, ce monde polarisé avec une montée de l'extrême droite, etc., comment la Suisse peut être une balise de lumière avec des événements comme ça ou d'autres pour lutter contre ce phénomène du retour à l'âge des ténèbres, c'est-à-dire le fait que nous regardions en fait les valeurs qui ont fait la force de nos sociétés, qui ont fait la prospérité, qui ont fait l'humanité, la solidarité dans nos pays. Comment la Suisse peut être pas juste là et puis vendre sa marque, la Suisse, mais peut aussi vendre ses valeurs traditionnelles d'humanité, de travail ensemble. Ça, c'est une question que j'aimerais lui poser. Comment il voit la capacité de la Suisse à vraiment apporter quelque chose de bien à ce monde, parce que, mon Dieu, il y en a besoin. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Samuel Bendahan ? Merci le Conseil national pour cette question évidemment difficile, parce qu'on se rend bien compte, effectivement, lorsqu'on est au WEF, on est parmi les puissants, et que c'est pas toujours des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs politiques que nous qui sont invités, mais l'idée c'est de les avoir autour de la table. La réponse que je donnerais au Conseil national, c'est tout simplement que chacune d'entre nous, les Suisses qui sont là-bas, et d'ailleurs il y a beaucoup de conseillers nationaux qui viennent de plus en plus là-bas, mais il y a aussi beaucoup de mes collègues de la coopération par exemple, et tout simplement on parle de ce modèle suisse, parce qu'effectivement, et il a raison, le modèle économique et politique de la Suisse est un modèle qui est durable en comparaison internationale, et je pense que les personnes qui participent au WEF posent des questions. Souvent, moi, je fais beaucoup le VRP de la Suisse. Je leur explique effectivement que notre capitalisme, certes, et la Suisse est un pays libéral, mais c'est un pays libéral qui alimente un moteur social également. C'est aussi un pays libéral qui prend en compte les minorités, les plus petits, et fait toujours attention à trouver des bons équilibres. Donc, on est effectivement les champions du monde de l'équilibre dans une société libérale, et la promotion de ce modèle-là, au-delà des belles montagnes de Davos, c'est une des meilleures réponses qu'on peut donner. La Suisse est une source d'inspiration. Évidemment, on ne peut pas comparer la Suisse à tout. Et je l'ai dit tout à l'heure, on est petit. Donc, notre source d'inspiration a des limites, mais je crois, et d'ailleurs on le voit par rapport à la coopération au développement que la Suisse met en avant à l'étranger, on est très bien reçu parce qu'on se sent bien.
qu'on ait un modèle d'inspiration. Donc je pousse au maximum la Suisse entre effectivement ces puissants qui seront à Davos. Donc pour terminer peut-être sur le sujet du WEF, ce WEF, il est utile, c'est pas seulement un team building XXL pour les présidents et les chefs d'État et les décideurs. Non, pas du tout. Ce WEF, c'est le retour de la géopolitique, c'est-à-dire que l'économie ne peut pas tout régler, on l'a bien senti, et je pense que ce WEF-là, c'est un bon WEF parce qu'il équilibre en quelque sorte la participation des politiques et l'expression des craintes et des espoirs des politiques, tout comme les limites de l'économie en tant que telle. Et j'ai vu beaucoup de discussions entre chefs d'entreprise, businessmen et des représentants du monde politique, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, etc. Et quand c'est comme ça, le WEF est utile à la marche durable du monde. Et on l'a dit, c'était un bon cru. C'est un très bon cru. Ah ouais. Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Comment va la Suisse ? Une étude récente révèle qu'une proportion significative de la population suisse affirme avoir déjà été confrontée au phénomène du burn-out. L'impact semble plus prononcé en Suisse romande. Des inquiétudes aujourd'hui affectent notamment nos agriculteurs, mais pas seulement. Les primes d'assurance maladie prennent encore l'ascenseur. L'initiative AVS 13, etc., etc. L'inquiétude semble s'emparer de beaucoup de personnes. Ces problèmes sont-ils perçus à l'extérieur de la Suisse ? Comment va la Suisse aux yeux du monde selon M. Bidault ? Je vous pose cette question, Nicolas Bidault. Comment va la Suisse aujourd'hui selon vous ? Bon, alors, quand je nous compare, je pense qu'on va pas mal. Après, évidemment, je crois qu'on est confronté, vous l'avez dit, à tous les maux d'une société postmoderne. Je crois qu'on a toujours le travail au centre de notre intérêt, on essaie de trouver le work-life balance. Je crois qu'on est un pays occidental comme les autres, avec nos forces et nos faiblesses. Peut-être qu'on s'exprime davantage, je dirais, sur nos faiblesses, puisqu'on vit à l'heure des médias sociaux, on est plus habitué à dire ce qu'on ressent, etc. Et je suis pas sûr qu'on soit plus mal ou mieux que les autres. On est tout simplement un pays contemporain, post-moderne un petit peu, si on veut. Vous qui parlez beaucoup avec d'autres pays, d'autres présidents, d'autres personnalités internationales, le regard qu'ils ont sur notre pays, justement, selon vous, il est plutôt bienveillant, ils ont l'impression que tout se passe bien ici. Quels sont les retours que vous avez ? Je pense que d'une manière générale, et je le sens beaucoup à l'ONU lorsque je suis au Conseil de sécurité avec Ignazio Cassis, je pense qu'on vit un petit choc des civilisations. Ça avait été théorisé par Samuel Huntington, où il disait voilà, ce monde global, en fait, il n'est pas si global que ça. Il y a des confrontations de culture, etc. Je pense qu'il avait prévu quelque chose qui arrive maintenant. Et je sens une certaine méfiance vis-à-vis de l'Occident, des pays du Sud global, mais je trouve que là au milieu, on est un petit havre de paix. Et je pense que ce fait qu'on n'a pas de passé colonial, le fait qu'on est un pays neutre, en tout cas on a cet agenda neutre, on n'a pas d'agenda caché si ce n'est l'ouverture du monde et le dialogue, ça fait que la perception de la Suisse est encore excellente, mais on fait partie d'un bloc occidental. Et ça, il faut le réaliser, et il faut lutter, je pense, justement contre ce choc des civilisations. Pour revenir à ce que vous avez dit sur le burn-out et sur cette angoisse, finalement, inquiétudes qui hantent les Suisses et les Suissesses. Je pense que c'est pas forcément dû à notre développement économique, mais je pense que c'est dû à la perception de l'avenir qui est en danger. Ça me frappe beaucoup. Et là encore une fois, lorsque je suis à New York, je sens ça. Je sens des pays du Sud qui sont tendus par rapport au nombre de conflits qui éclatent, au fait qu'on n'a plus de gendarme international, que les règles sont moins en moins respectées d'une part, et le changement climatique, les peurs des uns et des autres par rapport à leur vie concrète. Je pense aux agriculteurs aujourd'hui, c'est quand même une difficulté énorme. Donc je pense que la difficulté de voir l'avenir de manière positive nous crée pas mal d'angoisse. Et ça, évidemment, quand vous faites de la politique, quand vous travaillez pour la politique, il faut le prendre au sérieux. Bien sûr. Il faut le prendre au sérieux. On va voter le 3 mars prochain sur l'initiative AVS 13. Aujourd'hui, quand même, on peut se poser cette question, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui ? C'est compliqué, il n'y arrive pas à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui se dit à l'étranger sur ce sujet-là? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, M. Bidault?
Bon, je n'ai pas évidemment participé à la campagne politique, mais ce que je vois lorsqu'on a des votations comme celle-ci, d'ailleurs c'est intéressant parce que je sens dans les débats qu'on compare cette votation à celle du congé sur les 6 semaines, exactement, par le peuple en fin de compte, et je me souviens beaucoup des remarques relativement ironiques que j'ai pu entendre à l'étranger. Les Suisses quand même, ils votent sur des trucs. Et alors, ça fait un peu l'impression d'un enfant gâté. Mais en même temps, ça fait aussi, ça crée beaucoup de respect. Parce qu'on se rend compte que des votations comme celle-ci, on peut se les permettre. On a des vraies réflexions sur l'état de nos finances, sur l'interaction entre l'état des finances et la vie des uns et des autres, les difficultés d'arriver au bout d'un mois pour certains ménages. Mais en même temps, on a nos destins en main. Je sens beaucoup de respect sur cette démocratie directe qui donne la voix au peuple. Parce que si vous regardez un petit peu l'état de l'Europe aujourd'hui, les démocraties libérales sont mal en point. Avec, je dirais, une polarisation du jeu politique, une diversification du jeu politique, une multiplication des partis, et surtout l'impression que c'est une certaine élite qui dirige sans prendre en considération les véritables besoins de la population. Ici, c'est tout le contraire. On a cette capacité-là. Après, la réflexion sur l'AVS, vous la connaissez, vous connaissez la position du Conseil fédéral. Bien sûr. Il propose de refuser ça pour des raisons de budget. Mais c'est intéressant parce que je pense, l'issue, elle est relativement ouverte. Et en fait, on pourrait se dire évidemment que les gens sont intéressés à une telle réflexion. En même temps, je reviens sur l'initiative sur les 6 semaines, elle a été refusée pour des raisons tout à fait rationnelles. Est-ce que véritablement on peut se permettre d'augmenter nos vacances au moment où parfois nos budgets sont en danger? Donc la réflexion et la sagesse du peuple sur des enjeux politiques et économiques, elle est vraiment forte dans ce pays, et ça c'est une de nos grandes bases de stabilité, je dirais. Le compromis suisse, le fameux compromis notamment. Ouais, et le compromis suisse qui paraît un peu ridicule, limite Astérix chez les Suisses, mais en attendant, c'est plutôt une question de volonté d'équilibre. Ouais. Et vous, personnellement, vous êtes inquiet ou pas? Personnellement, lorsque je voyage beaucoup, ce qui m'arrive, ce choc des civilisations, je le sens. Je suis un optimiste. Je pense qu'on a toujours su s'en sortir, mais il faut prendre au sérieux cette difficulté croissante qu'on a à échanger avec des pays qui sont différents de nous sur le plan culturel et géographique. Je pense qu'on s'est un peu assis sur une conception globale du monde où tout allait pour le mieux et qu'on allait réussir parce que le marché est global à avancer de manière politique globalement. On s'est un peu fait avoir par certains théoriciens qui théorisaient la fin de l'histoire, tout va bien, l'Empire soviétique est tombé, tout va se passer bien. Non, c'est quand même plus complexe. On va terminer sur une note un peu plus positive, récréative, avec une rafale de questions. Ça dure 1 minute. Ça marche. Vous essayez de répondre à un maximum de questions. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors ça va dans tous les sens, je vous préviens, attention, c'est parti, rien ne va plus. Si vous deviez emporter quelque chose, une seule chose sur une île déserte, quelle serait-elle? Un caclon avec pour faire fondu. Même pas le couteau suisse. Non. Le meilleur chocolat, il vient d'où? Le meilleur chocolat, il vient, je sais pas, il vient d'une chocolaterie à Genève, ils font beaucoup de chocolat noir. Quel est votre hobby le plus insolite, monsieur Bidot? Le plus insolite... planter de l'ail dans mon jardin. C'est quoi un bon Suisse selon vous? C'est quelqu'un qui prend en considération l'équilibre des uns et des autres et pas le sien tout seul. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? La mauvaise foi. Où prendrez-vous votre retraite? Dans un chalet à la montagne. Quelle est votre saison préférée? L'automne. Quelle est votre cuisine préférée? Japonaise. Êtes-vous une personne du matin ou une personne du soir? Matin. C'est pour ça que je suis en pleine forme, là. Bah oui. Et quel est votre film préféré? J'étais obligé de terminer par ça. Down by Law, Jim Jarmusch. Merci beaucoup, monsieur Bidot. C'était un vrai plaisir de vous avoir ce matin avec moi sur le plateau. Une dernière question, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? À part une bonne année, je l'ai déjà fait au début de l'émission. Un monde un peu plus cool. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt sur M et sur Canal+. Bonne journée à vous. The